Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Hugues Deschiro qui va nous parler des 6 domaines du facteur humain. Hugues Deschiro, bonjour. Bonjour Afida, bonjour mesdames. Alors, Hugues est officier supérieur des armées françaises, psychologue social du travail, mais aussi conseil en facteur humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous en dire plus dans quelques instants. Après plus de 27 ans d'expérience en leadership et management en contexte de crise et au niveau stratégique et 30 ans d'immersion dans la culture japonaise au travers de la pratique des arts martiaux, n'est-ce pas Hugues? Oui. Tu as acquis la conviction profonde que face à la complexité et à l'incertitude de l'environnement, la prise en compte du facteur humain est la source d'opportunités, plutôt des opportunités et de la performance. Et c'est cette prise de conscience que tu mets au service des entreprises aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est parfaitement résumé, c'est exactement ce que je fais. J'espère que je vais arriver à l'expliquer de façon très claire et très pragmatique pour que les Ones puissent repartir avec quelques outils qu'ils puissent appliquer tout de suite. C'est avec une joie non dissimulée que j'accueille Hugues qui a déjà fait une conférence. On a déjà organisé une conférence en binôme, effectivement, pour les Ones. Alors, les Ones, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, ce sont celles et ceux qui osent nourrir leur exception et développer leur leadership de cœur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce fameux des domaines du facteur humain que tu maîtrises parfaitement, on va d'abord commencer, comme à mon habitude, par un petit icebreaker parce que j'ai envie que notre auditoire découvre qui se cache derrière cette personne en le nom de Hugues Deschiro. Alors, Hugues, je te fais un petit portrait vérité de Once, si tu es OK. Je suis prêt. Voilà, avec des réponses spontanées. Cette partie de l'interview du podcast n'est jamais préparée, donc j'aime bien toujours surprendre mes invités en leur posant des questions telles que les suivantes. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est celui qu'on me donne. Super. Le pays ou le voyage de tes rêves? De mes rêves que je n'ai pas encore fait, peut-être. Eh ben, ça, c'est une bonne question. Eh ben, je ne sais pas. Je pense un pays complètement inconnu. Où est-ce que j'irais bien? En Afrique du Sud. Yes. Et celui, peut-être, puisque tu en parles, qui t'a le plus chaviré le cœur? Eh ben, c'est le Mali. Yes. Tu peux nous dire pourquoi? C'est pas pour le contact humain, très spontané, très naturel, très oui, c'est ça, spontané et naturel. Super. Sans vernis. Excellent. Ta couleur préférée? C'est le rose. J'ai failli bugger parce qu'on parle de vernis et d'un seul coup, je te demande une couleur. Ouais. Mais je ne mets pas de vernis rose, mais ma couleur préférée, c'est le rose. On est bien d'accord. Si tu avais un livre à recommander, Hugues, ton livre de chevet du moment, peut-être? Alors, ce n'est pas celui du moment, mais je le recommande, c'est Jonathan Livingstone, Le Goéland. Yes. Tu peux nous dire pourquoi? Un petit insight? Parce que moi, c'est une histoire qui me bouleverse parce que c'est la recherche du dépassement de soi permanent. Et ça me parle beaucoup. Excellent. Est-ce que dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de leader, tu as toi-même des rôles modèles autour de toi? Un ou des rôles modèles? Ah oui, j'en ai un, c'est Nelson Mandela. Parce que il a persévéré, il a enduré, il a pardonné. Waouh! Mais je crois que le portrait vérité est dressé.
Et on peut entrer dans le vif du sujet. Merci Hugues pour ta spontanéité et tes réponses de cœur. Vous voyez, Hugues, on s'est rencontrés lors d'une formation et on a cheminé un peu ensemble et on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Et ce qui a frappé notre relation, juste pour contextualiser un petit peu, c'est cette notion d'ouverture du cœur, de parler vrai et d'aller justement au cœur de l'humain pour en tirer, j'ai envie de dire, la substantifique moelle et pouvoir opérer à ses côtés ou l'observer opérer des changements qui sont vertueux pour l'humanité. Je pense qu'on a vraiment ce point commun. Juste avant d'entrer dans ces 6 domaines que tu veux nous partager sur le facteur humain, hein, Hugues, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui fait que justement tu as développé toi-même ce leadership de cœur dont je parle souvent? Eh ben, mon parcours, il est simple, c'est que quand j'avais 18 ans, je savais pas vraiment quoi faire. Donc, je ne faisais que des arts martiaux, je passais mon temps à ça et j'ai rencontré accidentellement l'armée qui, en fait, m'a apporté tout ce que j'aimais, c'est-à-dire du dépassement, du collectif, parce que dans les armées, on est vraiment de milieux sociaux, de cultures complètement différentes. Et en fait, on transcende tout ça et on rassemble tout ça vers un objectif. Et dans les armées, c'est pas la discipline qui fait fonctionner, c'est le leadership. C'est-à-dire la capacité à projeter une vision, à donner du sens, à motiver et à transcender les individualités pour résoudre des problèmes complexes. Et en fait, ça m'a vraiment parlé et ça s'est mélangé avec mon univers martial. Voilà, j'ai pu éprouver dans 2 univers les principes d'efficacité, de respect des arts martiaux. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Absolument, ça nous donne un contexte et c'est ce fameux leadership qui est devenu une forme de charisme naturel, j'imagine, qui t'a permis d'emmener quelque part tes troupes dans certaines missions, quoi, quelque part. Alors, pas que moi, parce que, enfin, oui, un peu moi, mais beaucoup aussi, j'ai rencontré des chefs qui ont beaucoup ce charisme. Et en fait, ça se base quand même essentiellement sur beaucoup de respect, beaucoup de détermination, donner du sens. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Même quand on a très peu de temps, on donne du sens, on se rappelle de la mission. Moi, il y a 3 choses qui me guident toujours, c'est l'utilité, le sens et la légitimité. Voilà. En fait, quand je ne sais pas si je dois poser une action, je me retourne toujours vers ça. Et en fait, c'est du ressenti, mais je le rationalise un peu après. Super, ça c'est aussi plein de bon sens que vous pouvez appliquer, hein, vous qui nous écoutez dans vos entreprises. Et justement, comment est-ce que cette expérience professionnelle terrain et ces enseignements, ces rencontres t'ont mené à cheminer et aller à poser, à écrire des méthodes d'accompagnement, puisque aujourd'hui, effectivement, tu as une posture plus prédominante qui est celle de conseil hein, en relations humaines, en entreprise, exactement, de conseil en facteur humain, comme tu le dis. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bah oui, bien sûr. Donc, en fait, déjà, je vais emmener un petit peu dans mon univers militaire. Souvent, on gère beaucoup de crises. Donc, on gère des situations complexes, à fort enjeu, où il faut prendre des décisions rapides parce qu'elles ont des impacts forts. Chez les militaires, c'est souvent de la blessure, voire la mort. C'est des choses assez concrètes. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces principes-là qui sont exacerbés dans les situations de crise, ils sont très utiles pour tous les décideurs stratégiques. Et en fait, un décideur stratégique, c'est juste quelqu'un qui est à la tête du destin d'une entreprise avec un groupe dont il a la responsabilité. Et donc, ces principes que j'ai éprouvés, sur lesquels j'ai réfléchi, voilà, et ben, je les ai synthétisés dans le terme facteur humain, qui est un terme qui existe dans d'autres domaines. Et pour moi, le facteur humain, c'est toutes les situations complexes, incertaines, inédites, à fort enjeu, où des groupes ou des individus doivent prendre des décisions avec un fort impact. Et donc, voilà déjà ce que j'ai trouvé. Et c'est la source de toutes les opportunités, mais de tous les risques. C'est-à-dire que si on applique les bons principes, finalement, eh ben, on crée des opportunités. Et si on applique les mauvais principes, eh ben, on a tous les risques. Et généralement, c'est quand même basé sur la capacité à réduire beaucoup ses angoisses ou à vivre avec, c'est pas les réduire, c'est pas les dénier, et de comprendre en fait les 6 piliers dont je vais parler maintenant pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Voilà. Super, bah, tu as amené ta transition tout seul, donc c'est parfait. Allons-y pour ces 6 domaines du facteur humain. Donc, on a discuté ensemble, effectivement, je crois, du leadership, du processus de décision, du management, du recrutement, mais aussi de la conduite et de l'accompagnement du changement. C'est vraiment des domaines qui sont
applicables au quotidien dans nos entreprises. Donc, écoutez bien, prenez des notes. Hugues va nous détailler, mais rapidement, puisqu'on est sur un podcast, bien sûr, ces 6 domaines. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour chacun? Ah oui, tout à fait. Bon, déjà, le leadership, donc la définition que moi j'ai du leadership, c'est quand même de projeter une vision et d'arriver à fédérer les énergies autour de cette vision. Et c'est ça qui va créer de la motivation. Donc, le leadership, c'est quand même beaucoup donner une direction avec du sens. Donc, un exemple concret, par exemple, c'est John Fitzgerald Kennedy qui dit « Je veux envoyer un homme de la Terre à la Lune et le faire revenir ». Il donne une vision, en fait, à sa nation. Et ça va fédérer les énergies autour de ça parce qu'il y a une petite dimension de rêve, il y a une grande dimension de complexité. On est obligé, le collectif est obligé de se souder pour affronter quelque chose qui est tellement grand et tellement complexe qu'il va transcender les individualités. Et ça, je pense que c'est une bonne définition du leadership, c'est quand même de faire rêver, de se donner des objectifs élevés qui vont transcender les individus et qui vont les emmener à vouloir absolument. Il faut les faire rêver, mais c'est pas un rêve. C'est un rêve magnifique. Voilà. Un rêve éveillé, on va dire. Ouais, c'est ça. Les bons leaders, ils ont cette capacité-là. Excellent. Voilà. Et donc voilà une des définitions du leadership. Le management, c'est plutôt la capacité à organiser les choses. Voilà, enfin, je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre, mais ça reste quand même de l'opérationnel d'organisation, c'est-à-dire les processus, les procédures, les techniques, les normes. C'est un peu, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça donne du cadre, ça contribue à donner du sens. La majorité des gens, ils veulent juste faire un travail cohérent qui a du sens dans des structures établies et avec des bons chefs. En fait, tout le monde rêve de ça et des collègues sympas. Le management, il contribue à faire ça. L'organisation du travail, ça contribue à ça. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vécu ça. Quand ce n'est pas organisé et que c'est complètement le chaos, je pense que ça génère ni de performance ni de bien-être. Voilà, donc voilà pourquoi c'est un pilier qui me semble important aussi. Les prises de décision et les processus de décision, je pense que c'est fondamental pour les décideurs stratégiques, c'est-à-dire la capacité à décider dans la complexité. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple parce que faut déjà connaître ses propres processus, ses propres biais. Donc il y a plein de façons de faire. On peut déjà simplement plonger en soi et regarder comment on fonctionne. On peut le faire seul, on peut le faire accompagné. On peut se cultiver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses extraordinaires sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous pouvez regarder les conférences d'Albert Moukeberer si vous avez 1 heure, voire 2 à donner, qui expliquent parfaitement les biais cognitifs et comment fonctionne le cerveau. Pour résumer, en fait, c'est pas que on croit que ce qu'on voit, mais on voit que ce qu'on croit. Le cerveau, en fait, son rôle, c'est de raconter des histoires et de construire du sens et de la cohérence, parfois avec des choses fausses. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre ces processus, comment ils fonctionnent, pour pouvoir finalement arrêter ou limiter l'automanipulation qui va amener à des erreurs de prise de décision. Donc, en fait, il faut bien sentir. Je pense que le leadership, il sent bien dans les tripes, il a une vision qui monte. Parfois, c'est vraiment comme un processus créatif, c'est spontané, ça sort de nulle part. Après, ça sort du cœur. Voilà, ça sort du cœur, ouais, c'est ça, ça sort de là, il me semble. Et en fait, comprendre les processus de décision qui vont avec pour éviter de biaiser ou de planter le projet avant même qu'il ne naisse, c'est utile. Donc, les processus de décision, je pense que c'est vraiment un facteur stratégique de réussite. Donc, on peut étudier les biais cognitifs, comment les émotions influencent les décisions. Voilà, mais c'est beaucoup d'introspection, un peu de pratique. Il faut se regarder d'une façon brutalement honnête, sans se juger. Donc, encore une fois, avec le cœur, on peut le dire comme ça. Et regarder ce qu'on peut améliorer, éviter tout ce qui est les schémas automatiques qui nous emmènent directement dans le mur. Donc, déjà, quand on a fait la stratégie, on a projeté le leadership, on a les procédures et les processus pour l'organiser, on connaît ses modes de décision individuels et collectifs, donc il y a beaucoup de travail, et on peut passer à savoir bien s'entourer. Donc, le recrutement. Parce que le recrutement, c'est un sujet qui paraît complexe, mais en fait, il est simple dans son concept et compliqué dans son exécution. En fait, le recrutement, c'est savoir s'entourer de gens qui vont avoir partagé une vision commune, des valeurs communes. C'est-à-dire les valeurs communes, c'est quand même ce qui va fonder l'identité des gens. C'est-à-dire, en fait, comment ils donnent eux-mêmes du sens à leurs actions et ce qui va les faire sentir en cohérence, en alignement ou dissonant ou mal à l'aise. Donc, les valeurs, c'est très important. Et si vous voulez les regarder très concrètement, il y a des vidéos qui sont très, très bonnes sur YouTube, qui sont par les auteurs de Tout le monde s'en fout, qui expliquent parfaitement le rôle des valeurs et des croyances. Donc, les valeurs, c'est ce qui va donner du sens et l'identité aux gens.
Ce qui est différent de la personnalité qui, elle, c'est un peu comment on fonctionne. Les valeurs et l'identité, c'est pourquoi on fonctionne. Voilà, pour quel but. Et les croyances, c'est ce qui va permettre de remplir les buts, enfin de respecter ces valeurs. Donc en fait, et c'est pour ça qu'on va beaucoup projeter de choses dans le monde. Donc quand on recrute, la première chose, c'est quand même d'aller explorer les valeurs. Donc en fait, on n'a pas les bonnes réponses, mais on pose les bonnes questions. Et pour pouvoir explorer les valeurs de quelqu'un qu'on veut recruter, il faut avoir exploré ses valeurs, il faut avoir exploré ses croyances, il faut avoir exploré son identité. Donc encore une fois, comme dans les processus de décision, il faut se replonger en soi-même avec honnêteté, avec bienveillance, c'est pas un gros mot, hein. J'emprunte ça à David Manis, mais la bienveillance, c'est le point d'équilibre entre la maltraitance et la complaisance. Donc en fait, il faut se traiter sans complaisance ou sans maltraitance, il faut juste se regarder de façon bienveillante. Et voilà, refaire le point de ses valeurs, celles qu'on veut garder. Elles sont souvent elles sont souvent transmises par les cultures. Voilà, et donc il faut faire peut-être un peu le point là-dessus parce que ça va aller nourrir le leadership en fait aussi. Donc vous voyez, c'est une boucle qui commence à faire ça. Top, top, top. Donc là, on en est à 4 piliers. Les 2 derniers, est-ce que tu peux nous en parler brièvement avant d'aller sur un autre terrain? Alors, les 2 derniers, c'est la conduite et l'accompagnement du changement. Yes. Un leader qui prend des décisions stratégiques, parfois, souvent, elles sont inconfortables parce qu'elles doivent permettre à l'objet d'entreprise d'atteindre sa destination. Il y a du vent, il y a des courants, et le décideur stratégique, parce que il sait bien prendre des décisions, parce qu'il a une vision et parce qu'il est bien organisé, il va devoir faire mettre en œuvre des décisions qui sont parfois inconfortables. Donc, ils vont amener du changement. Or, l'humain, il a un vrai système immunitaire de résistance au changement. Il n'aime pas ça. Et donc, il faut savoir donner du sens, expliquer, accompagner, ôter les freins. Donc, il faut conduire le changement, c'est-à-dire il faut l'amener à destination et il faut l'accompagner. C'est-à-dire, conduire le changement, ça veut dire que l'objectif ne sera pas négociable. Accompagner le changement, c'est comment on va enlever les freins et fédérer le collectif. Et en fait, finalement, on voit que cette boucle, elle revient au leadership, qui donne une vision, du sens, etc. C'est pour ça que moi, j'ai construit un peu cette description du facteur humain de cette façon-là. Super. Écoute, c'est très pragmatique, très concret. Merci pour ce partage très riche en peu de temps. Hugues, comme tu le sais, avec le mouvement One que j'ai impulsé depuis quelques années maintenant, j'ai à cœur de partager au mieux et de donner une tribune à des gens comme toi, hommes ou femmes, puisque le mouvement est un mouvement inclusif, des clés concrètes qu'on peut appliquer dans nos entreprises, puisque j'accompagne essentiellement des chefs d'entreprise, entreprises matures, qui justement ont cette vision du leadership de cœur et qu'elles ont envie de propulser leur business avec cœur, mais toujours avec sens également. C'est-à-dire que la raison d'être justement du mouvement One, c'est de contribuer ensemble à transformer l'humanité à un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Moi, je les reconnecte justement à leur source d'amour infini pour développer tous ces facteurs humains dont tu parles si bien. Alors, je voudrais qu'on boucle ensemble ce podcast par 2 points. Le premier, ce serait si tu avais 3 clés particulières justement pour les aider à développer ce leadership de cœur. Par conséquent, forcément, optimiser le potentiel de leur facteur humain dans leur entreprise, dans leur business, dans leur vie même en général, parce que c'est au-delà d'être des principes business, c'est aussi des principes de vie, à mon sens. Donc, quelles sont les 3, tu m'as parlé de 3 clés précieuses et on terminera par ton actualité, si tu veux bien. Bien sûr, bon, je vais devoir partager des grands secrets que j'ai mis ma vie à découvrir, mais vous allez voir, ils ne sont pas si extraordinaires que ça, malheureusement, mais bon, c'est bien de les partager. D'avance, merci pour ta générosité que je te connais. Donc, pour moi, les 3 clés qu'on peut appliquer au quotidien dans tous les domaines, c'est des principes, donc ils sont valables dans tous les temps. C'est d'abord le discernement, c'est-à-dire faire son maximum et de son mieux pour voir la situation telle qu'elle est, et pas telle qu'on croit la voir ou qu'on veut la voir. Ça demande, et alors en fait, les 3 clés sont liées entre elles. Donc ça demande, oui, de bien se connaître, oui, de connaître ses biais de fonctionnement, mais pour pouvoir regarder la situation en face, en fait, il faut beaucoup de courage. Et c'est la 2e clé. C'est-à-dire le courage, c'est d'agir malgré la peur pour ce qui est juste pour nous. Donc voilà, on reconnecte ça aux valeurs. Donc quand on est face à un problème, déjà, en fonction du temps qu'on a, bien sûr, il faut l'analyser et discerner. Donc, il faut le regarder avec beaucoup d'honnêteté. Généralement,
On a déjà parlé, l'intuition, le ressenti, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux dans ces moments-là parce que les émotions sont vraiment fines et intelligentes et généralement, elles donnent quand même des indications de la direction. Donc, il faut vraiment bien se connecter à ces émotions. Ce n'est pas des ennemis, hein, elles ne biaisent pas forcément, elles orientent. Et après, en fonction du temps qu'on a, il faut découper ça, rationaliser, regarder, découper un peu tout ça et puis regarder la situation telle qu'elle est. Et ensuite, il faut avoir le courage d'agir malgré la peur, pour ce qui est juste pour nous, donc dans ses valeurs et dans ses croyances. Et enfin, quand on est chef d'entreprise, il faut investir dans les compétences clés fondamentales qui sont le cœur du métier. Donc, il faut investir, en fait, dans ces 3 piliers, il faut investir en soi-même. Il faut investir dans le domaine de la lucidité. Donc, comment on s'équipe pour être plus lucide sur ce qui se passe, en se regardant intérieurement ou en ressentant intérieurement et l'extérieur. Ensuite, on investit dans le courage. Le courage, c'est un muscle, ça se développe, ça s'entraîne. Donc, on pose des petits actes de courage au quotidien. Si on n'aime pas parler en public, on se force, on se fait un petit peu une violence douce, quoi. On se traite avec bienveillance, sans complaisance, sans maltraitance. Et puis après, on développe ses compétences parce que les compétences, c'est quand même ce qui va nourrir la confiance. Et la confiance va nourrir le reste. Donc, vous voyez, c'est toujours un cycle. Et moi, le conseil concret que je donnerais pour commencer, c'est d'aller explorer ses valeurs. De refaire un point sur ses valeurs, ça implique de prendre du temps. Voilà, en fait, le maître de tout ça, ça restera le temps. Combien de temps je consacre à passer du temps avec moi-même pour regarder ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me touche, ce qui a vraiment du sens et ce qui me transcende aussi. Voilà. Absolument. Super, vraiment, encore une fois, très pragmatique, très concret, applicable immédiatement. Et on est en phase, tu connais le protocole AGRIP que tu as déjà éprouvé en conférence avec moi, Hugues, et vraiment tous ces enseignements que l'on partage sur ce fameux leadership de cœur, chacun avec notre énergie, chacun avec notre sensibilité et notre parcours. Mais là, vraiment, du fond du cœur, merci d'avoir su mettre ça de façon accessible au plus grand nombre. Et je suis persuadée que ces 3 principes clés, ces 3 clés fondamentales vont vraiment aider notre auditoire. Alors, ton actualité, où est-ce qu'on te trouve? Je sais qu'en avril, il me semble que tu as une journée importante sur le recrutement, justement. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Avant de parler de ça, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et je pense qu'on peut améliorer le monde justement avec des gens qui sont plus performants, mieux dans leur travail. C'est une façon d'améliorer les choses et il ne faut pas avoir honte de vouloir faire du bien. Ce n'est pas un problème. Donc, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Alors, on va la répéter, celle-là. Ne pas avoir honte de vouloir faire du bien. J'adore. Et pour développer là-dessus aussi, la vulnérabilité, c'est une vraie force. Savoir se montrer avec beaucoup d'authenticité. En fait, quand on est vraiment authentique jusqu'au bout des ongles, sans être naïf, ça se passe toujours bien. Voilà. C'est comme ça qu'on crée du grand leadership, d'ailleurs. Okay. Et c'est comme ça que notre rencontre a matché, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, exactement, avec beaucoup d'authenticité. Absolument. Oui. Donc, non, mais je fais une journée recrutement le 6 avril au profit de dentistes parce qu'en fait, il y a un besoin. Les gens, ils ont envie de recruter, mais ils se rendent bien compte que parfois, ça ne va pas. Donc, en fait, je vais juste transmettre les principes du bon recrutement dont je vous ai transmis une partie. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de me mettre au service. En fait, pour résumer, mon but, c'est de servir autrement aujourd'hui. J'ai servi dans les armées. Et aujourd'hui, je voudrais servir au profit des entreprises parce que je pense que c'est une belle façon de continuer à se mettre au service des autres et à faire du bien. Voilà. Absolument. Et tu le fais vraiment avec beaucoup de générosité, beaucoup de tact et j'adore ton énergie. Merci Hugues. Alors, pour retrouver toute l'actualité de Hugues, vous pouvez le suivre, Hugues Deschiro. Donc, vous aurez tous les détails sous ce podcast. Et notamment, vous pouvez suivre son actualité sur son profil LinkedIn, un profil professionnel où vous aurez aussi pas mal de contenu qui est partagé avec des informations sur justement les bonnes stratégies à adopter, les bons tips quand on est en situation de crise. Et n'hésitez pas à contacter Hugues, à réagir aussi en nous posant des questions. On adore interagir et vous répondre. Donc, en dessous de ce podcast, quand vous l'aurez écouté. Et si jamais, à votre tour, comme Hugues, vous avez envie de généreusement partager une tribune derrière ce micro, contactez-moi. Prochainement, ce sera avec cœur, avec enthousiasme que je vous accueillerai sur le podcast des Ones. Hugues Deschiro, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, Afida. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute,
à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.